Il y a une période un peu trouble dans la boîte dans laquelle je bossais et c'est vrai que j'aurais eu la possibilité d'y rester et finalement je me suis dit non, ça vaut pas le coup. En fait, tout simplement parce que ça faisait quand même 4 ans que j'avais développé mon activité de freelance, qui prenait de plus en plus une grande place dans mon cœur et dans mon emploi du temps. Et du coup, je voyais pas trop l'intérêt de rester salarié, c'est-à-dire s'astreindre à des horaires, aller voir des gens, à faire des réunions, à rendre des comptes tout le temps, à pas être libre en fait de faire ce que je veux. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit non, mais je vais tenter au moins d'aventure freelance. Bon, ce qui veut pas dire que je me lève à midi et que je bosse jusqu'à 4 heures du matin. J'ai un rythme tout à fait normal d'un salarié normal. Mais voilà, c'est moi qui décide. Si aujourd'hui je vais pas être bossé, je bosse pas. Même si au final je bosse tous les jours, le fait de me dire que si j'avais pas envie, je serais pas obligé d'appeler, de dire je suis désolé, je vais pas venir, une excuse, ça n'a pas de prix. Bienvenue sur l'entrepreneur en vous, le podcast où vous allez découvrir comment démarrer et développer votre propre aventure entrepreneuriale. Je suis votre hôte Nayer Saïdan et dans ce podcast, je vous fais découvrir des entrepreneurs, des freelances, des auteurs et des gens inspirants qui ont su construire et profiter de la vie dont ils ont toujours rêvé. Tu es terrorisé à l'idée de te lancer dans l'entrepreneuriat. L'envie est là, ce n'est pas la question, mais comment être certain que ça va marcher? Comment assurer tes arrières? Et si ça ne marche pas? Et si tu devenais slasher, salarié et freelance en même temps? L'idée est sexy, commencer ton aventure entrepreneuriale sans lâcher ton boulot. Guillaume Guersan, mon invité d'aujourd'hui, l'a fait. Pendant 4 ans, il a fait les deux, salarié et freelance. Et puis, depuis peu d'ailleurs, il a sauté le pas et passé à 100% freelance. Vous pouvez accéder à l'ensemble des liens et à la retranscription de cet épisode sur le blog en vous rendant sur l'URL suivante, envou.co/28, le chiffre 28. Réveille l'entrepreneur qui est en toi, épisode numéro 28. Bonne écoute à tous. Guillaume, est-ce que tu es prêt à nous révéler l'entrepreneur qui est en toi? Ah bah ouais, je suis prêt. Excellent. Aujourd'hui, j'accueille Guillaume Guersan, freelance en marketing digital. Guillaume a été durant plus de 4 ans freelance en parallèle de son emploi salarié. Aujourd'hui, il a quitté son job et s'est mis à 100% en freelance. Guillaume, avant de parler de ton business, j'aimerais qu'on remonte le temps et qu'on s'intéresse un peu à ton parcours personnel. Est-ce que tu te rappelles du tout premier projet ou business que tu as fait? Ouais, en fait, déjà dès le lycée, j'étais un peu geek, on va dire, et du coup, je jouais pas mal à des jeux et j'étais sur pas mal de communautés en ligne, et du coup, ça m'était arrivé de créer des petits sites internet, en HTML, des trucs hyper basiques en suivant des tutos sur internet. Et du coup, au lycée, pour essayer d'arrondir un peu les fins de mois et de gagner un peu mon argent de poche, je créais des petits sites, pour des gens, des petits sites vraiment pas chers, genre 200 €, des trucs comme ça. Aujourd'hui, ça me paraît complètement fou de facturer un site ce prix-là. Et du coup, c'est là que j'ai commencé véritablement à faire un peu mon business en ligne, on va dire, parce que mine de rien, j'étais à l'époque, je l'appelais pas comme ça, mais j'étais déjà un peu freelance, quoi. Et justement, en fait, j'avais trouvé mes premiers clients sur Le Bon Coin. Alors, des gens qui des gens qui cherchaient. Ouais, parce qu'en fait sur Le Bon Coin, j'avais découvert la fonctionnalité où tu peux poster une demande en fait, et du coup j'avais vu qu'il y avait des gens qui voulaient des sites internet et c'est comme ça que je me suis dit tiens, je vais leur proposer mes services quoi. Excellent. Guillaume, je te propose qu'on s'intéresse un peu à la période de 4 ans où tu avais double activité. Ouais. T'étais salarié le jour et puis un peu freelance le reste du temps. Comme Batman. Comment tu as eu l'idée et comment s'est passé le démarrage? Ouais, en fait, c'était un peu par la force des choses parce qu'à cette période-là, j'étais un peu dans la galère, on va dire. Et du coup, j'avais besoin de mettre du beurre dans les épinards. Voilà. Par la force des choses, je me suis mis à rechercher des solutions pour pouvoir proposer mes services, mais en travaillant que le soir et le week-end. En sachant que je voulais pas faire des jobs genre fast-food et des choses comme ça. Et du coup, j'ai trouvé une plateforme qui s'appelle Fiverr, que beaucoup doivent connaître et que tu dois connaître aussi. Et je me suis dit, mais c'est super leur truc, tout se passe en ligne un peu comme sur Amazon, sur un site e-commerce, t'achètes des services. Je me suis dit, pourquoi pas proposer mes services? Alors ce qu'il y a, c'est que moi, vu que je suis un peu une bille en anglais, Fiverr, c'était un peu compliqué. Et du coup, c'est là que j'ai découvert son équivalent français, donc qui s'appelle 5euros.com. Et je me suis dit, voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. En fait, je propose mes services et les gens les achètent en ligne. J'ai pas besoin de discuter par téléphone avec eux. Parce que forcément, qui dit rendez-vous téléphonique avec des clients dit pas de rendez-vous à 21h, quoi. Ou en tout cas, ça me paraissait assez compliqué. Et vu que je pouvais pas prendre de rendez-vous téléphonique la journée. Voilà comment s'est passé, on va dire, mon démarrage de freelance. Et du coup, c'était hyper pratique parce que je pouvais vraiment bosser aux horaires et les jours que je voulais, donc le soir et le week-end. Donc du coup, t'as découvert cette plateforme, t'as créé ton profil, je suppose, dessus. Ouais, c'est ça. Et tout de suite, t'as eu des clients? Alors non, c'est vrai qu'au début c'était un peu galère parce que c'est un peu l'offre et la demande. C'est-à-dire que tu peux créer ton service, mais personne ne
Il est possible aussi que personne ne l'achète. Donc au début, j'ai testé pas mal de choses en marketing digital, donc ça m'a aussi obligé un peu à me former à certaines choses. Et une fois que tu as trouvé un peu le service qui se vend, que tu as beaucoup de messages entrants, c'est là qu'il faut commencer à développer potentiellement d'autres services. Et moi, typiquement, ça a été tout ce qui est SEO et référencement naturel. Alors qu'à la base, j'étais plutôt sur la création de sites internet, plus rapidement tourné vers le SEO parce qu'il y avait moins de concurrence sur la plateforme. D'accord, donc c'est vraiment une histoire d'offre et demande parce qu'il y avait beaucoup de demandes sur le SEO. Exactement. Et qu'il n'y avait pas assez de freelance dessus, en tout cas au début quand t'étais dessus, quoi. Ah, au début, ouais, c'est ça, exactement. Moi, je suis arrivé au bon moment, on va dire, à ce niveau-là, parce qu'il y avait pas grand monde encore qui proposait de services SEO. Et du coup, j'ai eu beaucoup de chance que dès que j'ai créé un service sur ce thème-là, j'ai eu beaucoup de messages, de personnes que ça intéressait, quoi, qui lançaient soit un blog, un site internet e-commerce ou des trucs comme ça, et qui du coup voulaient se mettre à faire du référencement naturel. D'accord. Est-ce que c'est plutôt des bons clients, les clients de ce type de plateforme? Alors, du coup, il y a tout. C'est ça qui est intéressant aussi, mais c'est qu'il y a tout. Tu peux avoir des bons ou des mauvais clients. Après, il faut aussi définir ce qu'est un bon et un mauvais client. C'est vrai qu'il peut y avoir des clients qui vont te faire pas mal de temps parce que c'est parfois des clients qui n'ont pas vraiment de besoins bien définis. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas avec un cahier des charges en sachant ce qu'ils veulent exactement. Ça va parfois être des gens, ils sont là, ils disent, ils viennent te voir, ils te demandent comment je peux faire pour être visible sur Internet, comment je peux faire pour attirer du trafic sur mon site. Et du coup, il va falloir un peu leur expliquer ce qu'est le marketing digital, quoi. Et voilà, il peut y avoir des clients comme ça, donc c'est ce qu'on pourrait appeler entre guillemets, je dirais pas forcément des mauvais clients, mais des clients qui sont très consommateurs de temps. Voilà ce qu'il peut avoir. Mais après, il y a aussi des très bons clients. Moi, j'ai aussi des grosses boîtes qui commencent à aller sur ce type de plateforme. Ça se développe pas mal, et aussi beaucoup d'entrepreneurs, de blogueurs, des gens qui ont des projets vraiment divers et variés. Il y a vraiment de tout. Toutes les thématiques possibles, elles y sont. Donc du coup, pour ça, c'est quand même assez intéressant. D'accord. Tes 3 premiers clients, comment ça s'est passé? Alors là, ça va être compliqué de me souvenir. Franchement, ça date beaucoup. Et du coup, sur ces plateformes-là, puisqu'on est quand même, pour expliquer un peu la spécificité des Fiverr et 5euros.com, c'est que c'est un peu de la micro-prestation. Ça peut être des prestations à 50, à 100, à 150 euros. Et du coup, ça fait beaucoup de clients, quoi. Donc, j'avoue que j'aurais un peu de mal à me souvenir de mes 3 premiers clients. Mais en tout cas, je sais que pour ne pas m'être découragé, dès le début, c'est que ça s'est plutôt bien passé dès le départ. D'accord. Voilà, clairement. Sinon, tu sais que tu peux rapidement te décourager sur ce type de plateforme. Ouais. Et la spécificité de cette plateforme, je crois que c'est le premier service que tu peux proposer, il doit être à 5 euros, c'est ça? Exactement. Voilà, c'est ça. En fait, quand tu crées ta fiche de service, donc c'est comme si tu crées un produit sur Amazon, il faut forcément que le service démarre à 5 euros. Ensuite, tu peux proposer des options allant jusqu'à 500 euros ou même plus si la personne coche plusieurs options. Et qu'est-ce que tu proposais à 5 euros? Alors à 5 euros, au début, je pouvais proposer des choses comme optimiser une page de ton site pour le SEO. C'est-à-dire, je vais optimiser le titre de la page, mettre des mots-clés en gras, des choses comme ça. Je pouvais aussi rechercher des mots-clés. Par exemple, toi, pour ton cas, tu voudrais te dire, j'ai envie de référencer mon site avec mes podcasts, sur quels mots-clés je peux me référencer. Et moi, en fait, via un outil que je payais via un abonnement, j'allais te donner une liste de mots-clés avec le nombre de fois où ils sont recherchés tous les mois, etc. Donc toi, ça peut t'aider. Moi, ça me prend 5-10 minutes. Mais toi, si finalement tu ne connais pas ces outils-là, tu sauras même pas par où commencer en fait pour savoir sur quel mot-clé te positionner, quoi. Donc du coup, c'était ça un peu mes premiers services. D'accord. Et combien de temps ça a duré du coup ce travail sur 5 euros sur la plateforme? En fait, j'y suis toujours. Au départ, c'était vraiment un complément de revenu où j'arrivais, j'ai quand même rapidement réussi à me dégager 200 ou 300 euros par mois. Donc c'est exactement ce que je recherchais à la base. Et finalement, de fil en aiguille, ça s'est pas mal développé. J'ai un peu parfait mes techniques de vente, etc. sur la plateforme. Et du coup, j'y suis toujours aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je me suis lancé 100% en freelance sans trop d'inquiétude. Ouais. D'accord. Et quand tu dis que tu as amélioré tes techniques de vente, c'est-à-dire qu'en fait, la difficulté, c'est que, en fait, ce qui est génial sur cette plateforme, c'est que les gens viennent voir, ne serait-ce que pour le nom. Ils disent, 5euros.com, qu'est-ce que je vais trouver là-dessus à 5 euros? Du coup, les gens se disent, je vais trouver un bon plan, etc. Et même si beaucoup savent très bien tout de suite que ils vont pas développer leur business en dépensant 5 euros. Ils se disent, je vais trouver des petits bons plans à 10, 15 euros, 50 euros, etc. Et les gens sont ouverts, mais ils viennent voir. Alors après, le but, c'est pas de vendre des services à 5 euros, quoi, parce que ce serait pas rentable. Donc, quand tu veux commencer à vendre des services et des prestations à 500 ou à 1000 euros pour vraiment te développer,
faut quand même réussir à les convaincre, en sachant que ils peuvent pas t'appeler, il y a pas de Skype, tu te vois pas en vrai, et voilà. Donc faut réussir à les convaincre ces gens-là. Et c'est ça que je veux dire par j'ai réussi à développer des techniques. Donc voilà, tu optimises ton profil, t'essayes de donner confiance, tu donnes des références, des choses comme ça pour que les gens soient prêts quand même à dépenser 500 ou 1000 euros sur Internet, sur une plateforme qui s'appelle 5euros.com en plus, sans même entendre ta voix, quoi. Et ça, faut quand même réussir à donner confiance, et c'est pas évident au début. D'accord. Et tu disais qu'aujourd'hui, ça reste quand même une plateforme que tu utilises beaucoup. Est-ce que tu as d'autres sources de revenus, hormis cette plateforme-là? Ouais. Alors, je suis inscrit sur plusieurs plateformes de freelance sur lesquelles j'arrive à trouver des clients de temps en temps, mais c'est vrai que mes deux points d'entrée pour trouver des clients, c'est 5euros.com parce que c'est quelque chose de vraiment très stable. C'est-à-dire que je sais quand même que le mois prochain, je vais gagner à peu près tant. C'est assez régulier. Et aussi mon propre site internet, en étant spécialisé dans le référencement naturel, j'ai aussi une stratégie d'acquisition via le référencement naturel, via mon propre blog que j'ai créé. Et du coup, dessus, j'ai des formulaires de demande de devis, je présente un peu mes expertises, et j'ai aujourd'hui j'ai pas mal de demandes entrantes directement. Donc pour moi, c'est une super chose parce que des clients qui m'ont trouvé grâce à une recherche sur Google, s'ils cherchent un freelance SEO, je les ai déjà convaincus en fait, puisqu'ils m'ont trouvé grâce au SEO et qu'ils savent très bien qu'en plus il y a une grosse concurrence là-dessus entre SEO parce qu'on est qu'entre personnes qui s'y connaissent normalement. Donc voilà, ça aujourd'hui c'est mes deux canaux principaux pour trouver des clients. Et après évidemment, tu as toujours la recommandation client, le réseau qui de temps en temps m'amène des clients, mais je baserai jamais ma stratégie là-dessus parce que tu sais jamais quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi. D'accord. Guillaume, pendant cette période de 4 ans, qu'est-ce qui a été le plus difficile à gérer? Alors c'est vrai que ce qui a été un peu difficile à gérer, c'est de réussir à développer une activité en ayant très peu de temps. Donc ça, c'est sûr que c'était pas évident, mais globalement, ça a plutôt été une période de victoire, une période difficile, on va dire mentalement parlant, quoi. En fait, c'était difficile avant, mais dès que j'ai découvert ce monde-là, on va dire du freelancing, là, ça a plutôt été plus que du bonheur, en fait. Vraiment, j'étais beaucoup plus serein dans ma tête. En plus, j'étais content parce que ça te permet de t'épanouir assez vite, d'avoir deux activités, parce que tu vois des choses différentes. Alors que quand tu es salarié dans une boîte, tu travailles quand même toujours plus ou moins sur les mêmes problématiques. Là, ça me permettait de voir vraiment énormément de choses et finalement, j'ai vraiment évolué hyper vite, que ce soit en termes de compétences professionnelles, mais aussi au niveau humain, parce que tu fais beaucoup plus de rencontres. Et donc voilà. Donc vraiment les moments difficiles, évidemment qu'il y en a eu parce que t'as du retard dans tes projets, t'arrives pas à être suffisamment productif et ce genre de choses. Mais globalement, c'était plus de la fatigue et c'était plutôt de la bonne fatigue. D'accord. T'as réussi à tenir le cap, quoi. Ouais, c'est ça. Après, le gros avantage aussi de travailler via des plateformes, c'est que déjà quand t'as pas à prendre les gens au téléphone, tu gagnes quand même énormément de temps, quoi. Parce que tu fais plus que de la communication asynchrone. Donc c'est-à-dire le soir, tu te mets une demi-heure à répondre à tes messages, et puis après tu bosses un peu pendant 1 heure, et puis tu reviendras le lendemain. Donc déjà, ça te permet quand même de pas avoir le sentiment d'être débordé, d'être interrompu toutes les 5 minutes. Donc c'est aussi ça l'avantage. Guillaume, une question un peu difficile, je dirais. Si tu devais recommencer aujourd'hui, dans la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire que les plateformes sont ce qu'ils sont, ils sont un peu saturés, comment tu t'y prendrais? C'est vrai que recommencer aujourd'hui, étant donné que ça s'est pas mal développé, ce serait pas évident, mais écoute, je m'y prendrais pas forcément autrement parce que, on va dire, à l'époque, c'est vrai que je savais pas du tout ce que ça allait donner. Mais alors, pas du tout. C'est vrai que je me suis un peu lancé dedans en mode, de toute façon, j'ai rien d'autre à faire, donc j'ai pas d'autre solution, donc j'y vais et je pense que je recommencerai pas autrement. C'est peut-être au début essayer d'aller un peu plus chercher des belles références tout de suite en proposant des accompagnements limite gratuits ou des choses comme ça, quoi, à des potentiels clients. Aujourd'hui, je le fais de temps en temps encore, mais plus par passion pour ce que je fais. Mais je pense que ça peut être une super technique pour se développer, quoi. C'est-à-dire les 5 premiers clients, je les fais pas payer ou très peu. Mais en échange, ils me font des super avis sur Internet, ils me recommandent à leur réseau LinkedIn ou des choses comme ça et je pense que déjà, ça te permet de démarrer, de faire un départ canon. Ouais. J'en ai vu le faire, entre-temps, là, il y a pas si longtemps que ça, et j'ai vu que ça avait hyper bien marché pour eux. Donc c'est ce que je recommanderais maintenant à quelqu'un qui sera à peu près dans ma position aujourd'hui. D'accord. Guillaume, à un certain moment, tu as décidé de quitter ton job et de te mettre à 100% en freelance. Quel est le déclic qui a fait que... En fait, ça s'est fait, il y a eu une période un peu trouble dans la boîte dans laquelle je bossais, et c'est vrai que j'aurais eu la possibilité d'y rester, et finalement, je me suis dit, non, ça vaut pas le coup. En fait, tout simplement parce que ça faisait quand même 4 ans que j'avais développé mon activité de freelance, qu'elle prenait quand même de plus en plus une grande place, dans mon cœur et dans mon emploi du temps. Et du coup, je voyais pas trop l'intérêt de rester salarié, c'est-à-dire s'astreindre à des horaires,
s'astreindre à aller voir des gens, à faire des réunions, à rendre des comptes tout le temps, à pas être libre en fait de faire ce que je veux. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit non mais je vais tenter au moins un petit peu l'aventure freelance. Bon, ce qui veut pas dire que je me lève à midi et que je bosse jusqu'à 4 heures du matin, j'ai un rythme tout à fait normal d'un salarié normal, mais voilà, c'est moi qui décide quoi. C'est moi qui décide si aujourd'hui je vais pas être bossé, bah je bosse pas. Même si au final je bosse tous les jours, le fait de me dire que si j'avais pas envie, je serais pas obligé d'appeler, de dire je suis désolé, je vais pas venir, trouver une excuse, bah ça a pas de prix quoi. Excellent. Et puis ouais, comme je disais aussi quand même un truc, c'est bon, il y a une période un peu trouble organisationnelle dans ma boîte et tu vois ça c'est un truc qui est typique des entreprises quoi, et que quand t'es freelance tu l'as pas du tout quoi. T'as pas de soucis avec la direction, des choses comme ça. Donc justement je me suis dit c'est peut-être l'occasion de fuir ça. Ça m'a un peu poussé dehors on va dire mentalement. D'accord. Ça fait combien de temps Guillaume que t'es à 100%? Bah alors là, ça va faire 3 mois que je suis 100% freelance. Je les ai pas trop vus passer. D'accord. C'est un premier bilan, quoi. Ouais, c'est un premier bilan, mais en fait, dans ma tête, j'étais déjà plus ou moins à 100% freelance parce que, tu vois, souvent on parle de le freelance, c'est la liberté. Et en même temps, je trouve que pour un freelance qui démarre, freelancing, ça rime pas du tout avec liberté parce que dans tous les cas, t'es forcément dépendant de quelqu'un ou de quelque chose, t'es dépendant de tes clients. Donc que tu sois dépendant d'un employeur ou de clients, pour moi, ça revient à peu près au même. Et du coup, en fait, la vraie liberté, moi, elle était dans le fait d'avoir ces deux activités parce que j'allais bosser le matin en me disant, dans tous les cas, même si j'en ai marre de mon taf, je peux m'en aller, je vais pas être à la rue, je vais pas être à 0 € par mois, je risque rien, entre guillemets. Et en même temps, dans mon activité de freelance, dans mes relations avec les clients, je me disais, écoute, j'ai pas besoin d'eux pour vivre non plus, j'ai mon salaire aussi qui tombe tous les mois qui me suffit à vivre. Et voilà, donc pour moi la vraie liberté elle était là. Maintenant, j'ai tellement développé mon activité de freelance qu'aujourd'hui je me sens quand même assez libre parce que en plus j'ai des clients qui viennent de plusieurs canaux différents. Donc disons que si aujourd'hui il y a un client qui me dit écoute Guillaume, on arrête de travailler ensemble, je vais pas trop m'inquiéter, je vais dire c'est pas grave, je vais retrouver un autre. Mais voilà, du coup pour moi la vraie liberté elle était là quoi. D'accord. Donc c'est un premier bilan, mais en même temps mon activité de freelance elle a été déjà lancée depuis longtemps. Ouais. Guillaume, quels sont selon toi les secrets pour réussir en freelancing ? Je sais pas s'il y a des secrets, mais pour réussir en freelancing, c'est pas évident disons que déjà faut quand même être patient parce que le démarrage il est forcément super difficile à mon avis, à moins d'être vraiment aidé, d'avoir tout de suite des relations qui t'amènent des clients. Mais je pense que le plus gros problème d'un freelance qui se lance, c'est de trouver des clients quoi. C'est la grosse problématique, très clairement. Et c'est vrai que ça c'est pas facile parce que quand t'as du temps et que t'as pas de boulot et que t'es freelance, à mon avis c'est dur psychologiquement quoi. Mais en même temps, du coup tu peux aussi t'occuper en essayant de trouver des moyens pour trouver des clients quoi, et surtout un moyen un peu long terme et assez pérenne. Donc moi je dirais que c'est ce que je recommande et ça peut être valable dans tous les métiers, c'est de se créer un petit média sur internet, un petit blog où tu partages un peu ce que t'es et des conseils, en sachant que le blog dans tous les cas il va pas t'amener des clients immédiatement. C'est bien je pense de le lancer dès le début de ton activité, et ça je pense que ça peut facilement convaincre des potentiels clients quand même. Voilà ce que je pourrais dire. Ok, excellent. Où est-ce que tu en es aujourd'hui, Guillaume, avec ton business, si tu nous donnais quelques chiffres? Ouais, des chiffres de quel ressort? Ton chiffre d'affaires, ton nombre de clients, comment ça tourne? Ouais, alors le nombre de clients, c'est un peu compliqué parce que voilà, je vais avoir des micro-clients, vraiment des micro-clients, et puis après je vais avoir des clients un peu plus réguliers, avec qui j'ai un contrat au mois, et puis bon, j'ai des clients aussi one shot, on va dire, mais sur des grosses prestations. Donc je peux pas vraiment te donner un nombre de clients parce que ça aurait pas beaucoup de sens. Parce que le panier moyen il diffère trop d'un client à l'autre. Mais voilà, après en termes de chiffre d'affaires aujourd'hui, je suis à peu près assuré d'avoir environ 8 000 € hors taxes par mois de chiffre d'affaires. Ça c'est déjà ce que je faisais à la fin de ma double activité, et du coup aujourd'hui mon objectif ce serait de le développer évidemment. D'accord, c'est pas mal. Voilà, donc aujourd'hui c'est la liberté, je pense qu'elle est là aussi, donc ça je pense que c'est déjà plus ou moins acquis, même s'il faut jamais se reposer sur ses lauriers, mais voilà. D'accord, excellent. On en a parlé un petit peu, mais je te repose la question. Quel est le meilleur canal marketing que tu utilises pour faire croître ton business? Alors ouais, comme je disais, les plateformes. Parce que les plateformes, en fait, je pense que le nerf de la guerre, c'est les avis clients. Donc plus t'obtiens de clients, plus t'as d'avis, plus t'obtiens de clients, plus t'as d'avis, plus t'obtiens de clients, à mon avis. Et du coup, plus tu peux facturer cher aussi. Après, c'est vrai que c'est pas évident de se démarquer, et surtout au début, d'aller trouver ses premiers clients. Et ensuite, son site internet, vraiment, moi aujourd'hui, les clients qui viennent par mon site, c'est quand même le top du top, quoi, parce que ils cherchent consultant ou freelance web marketing. Alors bon, j'ai regardé, je suis pas premier non plus sur Google là-dessus, mais franchement j'ai beaucoup de demandes qui arrivent, ou même j'essaye de répondre à des problématiques
que mes clients peuvent rencontrer, et j'essaie de donner des conseils, et du coup ils tombent sur mon blog et puis ils disent ah bah tiens, lui en fait il est freelance, bah il peut peut-être m'aider quoi, et du coup ils me contactent. Et ça c'est super parce que c'est des clients qui sont déjà à moitié convaincus en fait. Mon site internet c'est un peu comme un commercial qui travaille 7 jours sur 7, même le dimanche et le week-end et tout, et ça pour moi c'est quand même le meilleur canal quoi. Mais dans tous les cas c'est sûr qu'il faut pas avoir un seul canal d'acquisition client, ça pour moi c'est beaucoup trop dangereux, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc pour les plateformes c'est pareil, il faut pas être présent que sur une seule, à mon avis il faut quand même être sur 2-3 plateformes en même temps, parce que t'es pas à l'abri qu'une plateforme tombe, t'es pas à l'abri que ton site il se fasse pirater et qu'il faille tout recommencer. Enfin voilà, après il faut essayer de se protéger quand même, mais voilà, donc c'est sûr qu'il faut pas avoir qu'un seul canal, mais vraiment pour moi les plateformes et avoir son propre site c'est quand même l'idéal. D'accord. Quelles sont les prochaines étapes clés de ton business et de ton évolution, Guillaume? Alors moi j'aimerais bien me lancer un peu plus dans la formation, donc online et aussi offline. Donc c'est-à-dire j'aimerais bien pourquoi pas faire de la formation dans des écoles. Comme moi j'ai fait des études et j'ai eu des formateurs qui étaient freelance aussi à côté, et je me suis toujours dit bah ouais c'est ce qu'il faut faire quoi, parce que j'aime bien le côté un peu partage d'expérience, et puis ça change un peu des missions opérationnelles. Je trouve que c'est assez sympa, mais de manière voilà ponctuelle quoi. Je sais pas, une fois par semaine ou quelque chose comme ça. Et aussi online sur des plateformes genre Udemy ou des choses comme ça, mettre en ligne des formations en fait de ces vidéos, et puis après qu'elles se vendent automatiquement sur la plateforme. Ça pour moi c'est vraiment la prochaine étape, le partage. Tu t'es fixé un objectif en 2019? Ouais, c'est exactement, je commence à m'y mettre. J'ai sorti une première formation vidéo sur Udemy là sur la productivité en tant que freelance. Voilà, c'était une petite formation de 45 minutes. Je suis pas tout de suite parti dans un truc super long et super difficile. En termes de vidéo, en plus, j'y connais rien, donc j'ai un peu galéré. Et voilà, ça c'est vraiment, je me suis dit 2019, ça je le fais et je m'y lance vraiment à fond. D'accord, excellent. Et en termes d'activité, tu restes toujours sur du SEO ou tu as d'autres... Alors principalement. Principalement, ouais, c'est ça. Hein. Ouais, principalement du SEO. Après, j'ai aussi tout un volet, on va dire, inbound marketing, donc c'est-à-dire que au-delà du fait d'attirer du trafic sur le site de mes clients, il y a aussi toute une notion de conversion de ce trafic-là. Donc après, ça peut être l'utilisation d'outils d'emailing, de CRM, de choses comme ça. Après, au-delà du SEO, je travaille sur tout l'aspect acquisition, donc aussi publicité en ligne sur LinkedIn, sur Facebook, du Google AdWords aussi. Voilà, je fais tout cet aspect-là, c'est vraiment acquisition, mais maintenant, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup plus de demandes en SEO que sur les autres activités. C'est vraiment le nerf de la guerre pour moi, c'est le SEO. D'accord. Guillaume, c'est le moment des temps forts. Quel a été le pire moment de ton parcours d'entrepreneur et comment tu as fait pour rebondir? Ouais, en fait, comme je disais un peu tout à l'heure, en fait, le pire moment, c'était avant. C'est vrai que depuis que je suis entrepreneur, j'ai pas vécu vraiment de moments qui m'ont marqué négativement, en fait, on va dire. C'est vrai que je dois dire que après, j'ai aussi, j'essaie toujours de voir le bon côté des choses. Donc, évidemment que parfois, t'as des clients qui sont pas contents, qui te laissent un avis négatif, qui restera toute ta vie sur Internet en public, on va dire. C'est aussi le jeu des plateformes ou des pages publiques, on va dire, d'entreprise, et ce genre de choses. Donc ça, c'est des moments un peu durs, mais maintenant, c'est vrai que, voilà, je m'y habitue. Du coup, tu fais avec, et puis tu réponds, et puis basta. Donc voilà, j'ai pas de grandes cicatrices d'entrepreneur, et j'ai pas de moments qui me marqueront à vie et que j'oublierai jamais. Le négatif, j'essaye de l'oublier et de passer à autre chose. Donc voilà, ce sera compliqué de te raconter précisément un moment négatif. À contrario, quel a été ton plus beau moment? Mon plus beau moment, je pense que ça a été les premiers retours de mes clients satisfaits, parce que bon voilà, j'étais habitué à être salarié, et bon quand t'es salarié, t'as toujours ton boss qui peut te dire mais c'est du management, qui va te dire c'est bien ce que t'as fait, c'est super. Donc là t'es content, t'as une forme de joie, etc. Mais bon, tu sens que c'est quand même un peu, c'est sincère, mais c'est aussi un peu du management, et c'est fait exprès en fait pour que tu recommences quoi. Alors que quand c'est des clients et que t'es freelance, les premiers qui te laissent un avis positif, c'est vraiment je t'ai payé, mais tu m'as rendu service quoi. Tu m'as vraiment aidé, et c'est très sincère, parce qu'ils ont aucun intérêt eux à te mettre un avis positif, à te recommander, en sachant qu'ils vont peut-être sûrement jamais retravailler avec toi quoi. Donc ça, c'était vraiment les plus beaux moments, les premiers avis positifs publics quoi. Parce que si l'aspect public il est important, parce que quelqu'un qui dit merci comme ça en privé, t'es content. Un avis positif, tu sais que ça restera à vie, et que du coup voilà, ça a de la valeur en fait, vraiment. Donc ça, c'était vraiment les plus beaux moments. Donc maintenant bon, ça fait plusieurs années, donc ça me fait plus le même effet, on va dire, sauf quand vraiment j'ai des avis super élogieux, super longs, où là je me dis la personne elle a passé autant de temps à écrire l'avis, c'est que vraiment elle était super contente. Mais voilà, quand ça vient de clients qui t'ont payé pour un service, ça fait vraiment plaisir, parce que finalement la récompense normalement c'est l'argent, le prix que tu factures, et quand la personne te met un avis positif, finalement c'est la plus belle récompense quoi. Guillaume, c'est le moment de l'interview top 5. Le livre que tu recommandes.
Alors moi, le livre que je recommande, il y en a plusieurs. Alors c'est vrai que je suis pas non plus un gros fanat de lecture, mais le livre que je recommande le plus, ce serait L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson, qui est un livre de développement personnel, mais qui est un peu différent des livres de dev perso classiques, un peu méthode Coué ou ce genre de choses. Là, c'est vraiment un aspect, peut-être que la vie des fois, il se passe des trucs négatifs, c'est chiant, mais faut passer à autre chose, faut les accepter, et surtout, s'il y a quelque chose qui te paraît négatif dans la vie, une injustice, typiquement un avis négatif suite à un service ou quoi que ce soit, on a tendance beaucoup à rejeter la faute sur l'autre, à ce qui nous arrive, alors qu'en fait, si on le vit mal, c'est avant tout de notre faute à nous, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, et du coup, depuis, j'essaye de beaucoup moins m'énerver quand, que ce soit dans les relations avec des clients, quand il y en a qui sont pas satisfaits, c'est essayer de se remettre un peu en question, ou même sur la route, c'est vraiment le truc, quand t'es en voiture, les énervements, ça arrive très rapidement, et finalement, le gros problème, en fait, il vient de toi, quoi. C'est-à-dire, si tu perds 5 minutes, en fait, c'est pas très grave, ça sert à rien de t'énerver pour ça, c'est pas parce que le mec en face, c'est un con, c'est juste pas grave. Voilà le livre que je recommanderais. Excellent. L'entrepreneur que tu suis ou dont t'es fan? Un entrepreneur que je suis ou dont je suis fan, franchement, il y en a pas. Moi, j'aime pas trop. C'est vrai que j'en vois beaucoup parce qu'aujourd'hui, les gens ils communiquent énormément, que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn, etc. En fait, les entrepreneurs à succès qui réussissent et qui partagent leur expérience, c'est sympa, mais je suis pas un gros fanat de suivre quelqu'un, de m'abonner à sa page pour voir à quel point est-ce qu'il a réussi. Je préfère suivre plutôt, les petits freelances qui se lancent. Tu sais, t'as des communautés un peu sur des groupes Facebook de freelance, mais normaux, on va dire, quoi, pas des grosses success stories. Je préfère suivre des gens comme ça, qui rencontrent des galères, qui demandent de l'aide et que tu peux aider. Mais il n'y a pas de grand entrepreneur que je suis. Je vois pas trop l'intérêt parce que je trouve qu'en fait, une fois que t'as vraiment réussi, c'est hyper facile de donner des conseils. Donc c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Ton outil en ligne préféré? Alors mon outil en ligne dans la vie d'un freelance que j'utilise depuis à peu près 1 an maintenant, ce serait Freebie. En fait, c'est un outil qui te permet de gérer toute ta compta, tes factures, ça te permet de suivre ton chiffre d'affaires. Du coup, quand tu dois déclarer ton chiffre d'affaires, tu sais exactement quoi déclarer. En fait, ça m'a fait gagner vraiment plusieurs heures par semaine. Et ça, c'est vraiment l'outil que je recommanderais et que je recommande d'ailleurs déjà de base autour de moi quand il y a des freelances. En plus, c'est pas hyper cher, c'est vraiment trop bien. Donc voilà, ça s'appelle Freebie, ça permet de piloter toute son activité de freelance. D'accord. Ton premier conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer aujourd'hui? Ce serait de bien s'entourer, de pas hésiter à trouver des communautés de freelance parce que je pense qu'ensemble, on est toujours plus fort, ça c'est sûr. Après, de manière plus opérationnelle et moins philosophique, moi c'est ce que je recommande parce qu'il y a pas mal de personnes qui se lancent dans le freelance qui viennent me voir pour me dire Guillaume, comment je peux faire, je sais faire ci, je sais faire ça. Alors déjà, faut faire un bilan de ce que tu as comme compétences, de ce que tu peux vendre. Faut essayer de se spécialiser. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en fait ont des compétences un peu en tout, qui sont un peu dans la génération un peu geek comme moi. Donc tu sais faire un peu du marketing digital, du montage vidéo, d'autres trucs. Bon, faut que tu choisisses un peu ta spécialité, quoi. Si tu veux faire de la pure acquisition de trafic comme moi, tu le fais. Si ton truc c'est plutôt les réseaux sociaux, faire du community management, fais-le. Et puis si ton truc c'est plutôt le montage vidéo, etc., fais plutôt du montage vidéo. Mais essaye pas de proposer à tes clients, je fais tout comme si t'étais une agence, alors que le client en face de toi, il sait très bien que t'es tout seul, t'es pas 10 avec 10 spécialités et tu vas pas pouvoir l'accompagner de A à Z sur tous ses projets, quoi. Ça peut être l'erreur que beaucoup font au début. Mais en même temps, c'est un peu normal parce qu'on va se dire faut que je propose un maximum de services, même si je suis pas bon partout, mais comme ça, je suis sûr de trouver des clients, quoi. Alors qu'en fait, les clients, ce qu'ils veulent, moi, le premier, quand je fais appel à quelqu'un, c'est, je veux le spécialiste de telle technique, telle stratégie ou telle techno. Voilà. On cherche des spécialistes aujourd'hui, quoi. D'accord. Le meilleur investissement que tu as réalisé pour faire croître ton business, ça pourrait être un investissement en termes de temps, de moyens humains, de moyens financiers, un produit ou un service. Avant, mon meilleur investissement, ça va être vraiment de m'être inscrit sur 5euros.com parce que je pense qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup de freelances qui peuvent être experts en plus, qui sont vraiment hyper forts, qui voient la plateforme et qui disent jamais de la vie je vais m'inscrire là-dessus, faut être barge pour proposer un service à 5 euros. Les mecs qui sont inscrits là-dessus, ils se prostituent. Enfin, c'est ce que je lis déjà sur Internet. Et quand je vois aujourd'hui à quel point est-ce que pour moi c'est une liberté parce que c'est vraiment du régulier, je sais chaque mois combien je vais avoir, etc. Je regrette pas. Alors c'est vrai qu'au début, c'est un peu de la prostitution, on va dire, parce que tu vends des services pas chers, faut avoir tes premiers avis. Mais en même temps, c'est un peu pareil dans le salariat où t'as toujours l'étape, quand tu fais des études, de faire des stages payés 500 euros par mois, alors que tu fais le même boulot qu'un salarié normal. T'en passes par là et c'est pas une honte, quoi. Tout le monde en est passé par là-bas. Sur les plateformes, c'est un peu ça aussi, quoi. Donc beaucoup leur crachent dessus. C'est vrai qu'au début, tu perds du temps et tu vends des services pas chers. Et je pense que ça, c'est vrai dans toutes les activités. Et voilà, c'est vrai que au début, ça a été un peu dur et aujourd'hui, c'est tellement bon que ça a été vraiment mon bon investissement parce que je vois bien qu'il y en a beaucoup qui, du coup, ne le font pas. Et pourtant, je pense qu'ils devraient. Ça représente combien de pourcents de ton activité en pourcentage? Franchement, aujourd'hui, plus de la moitié, parce que j'essaye de changer.
parce que voilà, comme je disais, je veux pas être dépendant d'un canal. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça représente la moitié ou un peu plus de la moitié de mes revenus, quoi. Donc moi, mon but aujourd'hui, c'est de développer, comme je disais tout à l'heure, c'est pour ça faire de la formation d'autres choses, parce que c'est pas bon d'être trop dépendant. Mais par contre, ça a quand même l'aspect, c'est que je sais que c'est régulier, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas à aller me battre, à faire des rendez-vous avec des clients pour gagner du chiffre d'affaires, quoi. Je sais que ça va rentrer tout seul, c'est les clients qui viennent vers moi, et que c'est-à-dire que demain j'ai un accident, je me casse la main ou quoi que ce soit, bon, j'aurais du mal à bosser, mais voilà, j'ai pas besoin de galérer à aller trouver des clients. Grâce à 5 €, ça rentre tout seul. D'accord. Guillaume, merci de nous avoir accordé cette interview. Est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te suivre ? Alors, en tant que digital marketeur, normalement ils peuvent me suivre à peu près de partout. Donc, suffit de taper mon nom prénom sur Google pour trouver mon site, où j'ai mon blog et où j'essaye de partager aussi des conseils pour les freelances. Après, je suis aussi présent sur LinkedIn, sur Twitter, je suis même sur Instagram. Bon, ça c'est plus pour mon plaisir perso, mais voilà. Donc je pense qu'ils peuvent me trouver un peu partout en tapant mon nom prénom. Et surtout, j'ai la chance d'avoir un nom un peu particulier et du coup, j'ai pas d'homonyme. On peut pas se tromper, Guillaume Garçon, c'est forcément moi. Excellent. Merci Guillaume, à bientôt. Écoute, je te remercie en tout cas pour ton accueil, c'était très sympa. Merci encore à Guillaume pour nous avoir révélé l'entrepreneur qui en vit. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à l'ensemble des liens et à la retranscription de cet épisode en vous rendant sur le blog, sur l'URL suivante, envou.co/28, le chiffre 28. Vous pouvez aussi écouter tous les épisodes sur votre application de podcast préférée ou sur le blog en vous rendant sur envou.co/podcast. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'entrepreneur en vous. Merci beaucoup.